Bonsoir, bienvenue sur TV5 Monde. Nec Plus Ultra, le magazine de l'art de vivre et des savoir-faire, installe sa caméra dans ce paysage de rêve, ici en Suisse, le temps de sceller le mariage entre l'excellence et la rareté sommaire. Découvrons d'abord, grâce à un sommelier québécois, les petits secrets d'une des meilleures caves de Bourgogne. Nous voyagerons de par le vaste monde pour dénicher les destinations tendances des plus beaux voyages de noces. Et nous écarquillerons les yeux pour une collection de diamants qui n'a pas peur d'afficher la couleur. Commençons ce programme par une découverte. Le guide, le sommelier canadien Marco Pelletier. Afin d'asseoir sa réputation de table gourmande et conviviale, le 114 Faubourg, restaurant du palace parisien le Bristol, propose les premiers lundis du mois ses soirées œnologiques. Sous la houlette du chef sommelier maison Marco Pelletier, un Québécois, ça ne s'invente pas, un vigneron est à chaque fois dépêché du terroir et invité à présenter son vin en personne à quelques palais délicats et privilégiés. D'abord vedette d'un soir, le précieux nectar a ensuite droit aux honneurs de la carte un mois durant. Une manière originale de rendre hommage à des hommes et femmes passionnés qui, à leur façon, contribuent au rayonnement d'un des fleurons du savoir-faire français. Prenons la route cap sud-sud-est, direction les 12 collines de Bourgogne pour rencontrer l'un de ces artisans du vrai, Patrick Bise. Ce vigneron est à la tête d'un patrimoine de 22 hectares, dont 5 plantés en chardonnay. Petite baraque de mon arrière-grand-père, 1880 là-bas, au milieu des vignes. Métier plus que tout autre soumis aux aléas du climat. Avec la sécheresse qui sévit ce printemps en France, l'heure est au bilan. La vigne est en avance à peu près de 3 semaines sur les normales. Quand tu vois la hauteur des pousses, c'est quand même énorme. D'habitude, on est pratiquement à un stade moitié, quoi, même pas un tiers. Ce qui veut dire qu'on va avoir une fleur de la vigne qui va se passer dans 15 jours, dans 3 semaines, ça va être terminé. On risque de vendanger fin août. Et le principal problème qu'on peut avoir maintenant, c'est les orages. Orage de grêle, c'est possible. Ou alors un dérèglement de la météo du jour au lendemain. On peut avoir juillet, août, avec de la pluie tous les jours, et frais, comme on a eu les années passées. Le travail essentiel, si vous voulez, c'est dans toutes les mauvaises pousses qui sont sur le cep et garder entre 7 et 10 raisins par cep. Bien fait attention. Là, c'est le plus important travail de la vigne dans l'année parce qu'on prépare la taille pour l'année prochaine. Quand tu travailles un set de vigne, il faut toujours avoir 2 ans d'avance par rapport au travail d'aujourd'hui. Pour ces vignobles à taille humaine, le chef sommelier Marco Pelletier n'hésite pas à donner de sa personne. Que tu connais, la classe, tu vois. Certes, la qualité n'est plus du tout approuvée au niveau de la fermentation en cuve bois, mais c'est quand même quelque chose d'exceptionnel de pouvoir encore garder ça. Parce que c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, au niveau de la fermentation moderne, au niveau des cuves en acier inox, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus économique. Moi, j'ai plus l'habitude de vinifier les cuves en bois parce que mon père vinifiait là-dedans, mon grand-père aussi. Et quand tu apprends à vinifier, c'est comme un cuisinier avec ses casseroles et son fourneau. Quand il a l'habitude de son feu et de ses casseroles, il connaît sa sortie. Et pour moi, c'est pareil vis-à-vis de la vinification en bois. Gagnons maintenant les caves pour y découvrir d'autres secrets dont la plupart restent bien gardés. Savigny Vergelès 2010. Donc ça, grappe entière, 15 jours en cuve de fermentation. Et quand tu dis grappe entière, donc c'est ce qu'on appelle la vendange entière. C'est-à-dire qu'on coupe le raisin à la vigne. On a une table de triage pour enlever les quelques feuilles qui peuvent se retrouver dans les seaux, dans les trucs comme ça. Et puis on met en cuve, on donne un coup de pied dessus, on libère un peu de jus, on fait un arrosage, un remontage ou arrosage comme tu veux. Et on laisse comme ça pendant 15 jours et on fait des pigeages au pied. Voilà, donc le pigeage et le foulage au pied, c'est quand même quelque chose qui n'existe pratiquement plus en ce moment. Oh, si, je pense que si. Il y a moyens mécaniques avec des vérins, mais c'est toujours des moyens mécaniques. Mécanique, j'aime pas ça. Se passer de mécanique, c'est l'un des plus grands luxes que seuls s'autorisent ces vignerons d'exception.
Quand on goûte en cours d'élevage, on est sur des vins qui sont un petit peu plus stricts, un petit peu plus serrés, acide, plus réduit. Donc l'acidité malique qui se transformera en acide lactique apportera un côté plus lacté, plus rond, plus confortable en bouche, surtout ça. Plus rond, Donc là on est début mai, donc les fermentations malolactiques commencent à peine à se faire. Vont essayer de commencer maintenant. Vont commencer à se faire. Donc pour déterminer la nature d'un vin ou la cotation d'un vin, ça prend quand même un minimum de temps. Ça ne se fait pas systématiquement après la vendange. Non, ça prend 1 ou 2 ans, je pense. Et l'heure tant attendue est venue, celle de la dégustation dont la mise en scène fera de ce joyau en bouche un bijou dans l'écrin qu'est le palace parisien. L'occasion pour une poignée de gourmets triés sur le volet de tout savoir sur le précieux cépage régulièrement noté plus de 16 5 sur 20 par les magazines spécialisés. Mais quel est donc son secret? Encore une fois, une histoire de terre, terroir et de passion. Ce qui est intéressant surtout ici, c'est que souvent il y a plusieurs domaines en Bourgogne qui possèdent un tout petit peu de Savigny-les-Beaunes parce qu'on a racheté des parcelles. Mais ici, on est sur un domaine qui est pratiquement situé à 99,9% uniquement sur Savigny. On laisse un petit peu le côté moderne de la tendance un petit peu actuelle sur les vins un petit peu boisés, sur vanillé au niveau des arômes. Et là, on est vraiment sur une très grande pureté aromatique. On perpétue une tradition de viticulture, de style de vie. C'est des gens qui ont un amour de la vie, un amour de la terre et du vin et de la gastronomie qui est vraiment hors norme. Bon vivant ou fin gourmet, qu'importe, pour nous, ce qui compte, c'est l'ivresse de l'excellence. Princier ou pas, tapis rouge aux jeunes mariés. Inde, Bora Bora, Mozambique, Sultanat d'Oman ou Maldives, ces destinations de rêve sonnent pour le commun des mortels comme d'improbables chimères. Pour d'autres, elles sont synonymes de voyage d'une vie. Celui censé marquer d'une encre indélébile le choix de faire destin commun avec l'être aimé, vivent les voyages de noces. Les plus réussis, une gageure que relèvent les meilleures agences. Malheureusement, on n'a pas pu organiser le voyage de Kate et William. On aurait bien voulu l'organiser. C'est clair que la destination choisie par le couple est une destination classique, je dirais. C'était les Seychelles. Et dans un hôtel haut de gamme qui était un des meilleurs hôtels nommés de luxe, on ne va pas le nommer en question aujourd'hui. C'est clair que c'était beaucoup de couples voyagent ou recherchent justement des destinations plages. Eux, ils ont fait la même chose pour se reposer, un peu de cocooning. C'est clair que ça, c'est très demandé à l'heure actuelle. Proposer du sur-mesure et de l'original en répondant à l'exigence des futurs grands voyageurs que sont les jeunes mariés n'est pas si facile. Les voyages donc demandés par les couples sont toujours, en effet, ça va du classique, comme du balnéaire, à des voyages plus recherchés. On canalise un peu les esprits, les différentes demandes de nos clients, des couples. Si c'est plutôt au niveau de la culture, ou plutôt au niveau de la gastronomie, ou des grands espaces. Et là, on va concocter en fonction justement un itinéraire, rien que pour eux, que ça va d'un safari en Afrique australe vers des petits lodges qui recherchent justement cette intimité, ou avec une extension plage par exemple après, ou le côté culture du bouddhisme au Bhoutan ou en Indonésie, sur Bali par exemple. On vous le dit pour la forme, il sera de bon ton de régler quelques détails pratiques avec son banquier avant le départ. Malheureusement, je dois dire que les couples qui vont en voyage de noces, c'est 50% quand même du classique, donc du balnéaire qui revient. En allant de l'océan Indien, de l'île Maurice, les Seychelles, les Maldives, ou plus loin, si le budget le permet, la Polynésie, parce qu'il y a des très belles îles, Manei, Tikehau, Bora Bora, bien évidemment, l'incontournable, ou vers les Caraïbes pour une location de villa ou un tournée en yacht privatif, par exemple. Les chefs de produits en interne dans notre maison, on sillonne le globe depuis 30 ans. On a justement nos différents critères de recherche pour dire, voilà, cet hôtel, petit boutique hôtel, peut plaire par rapport à un jeune couple dynamique, un peu recherché au niveau côté design, ou un autre qui adore parfaitement le côté charme,
Amour avec une très belle plage, on a une charte chez nous où on dit voilà, ça c'est un hôtel qui plaît à vos souhaits en fait. Une clientèle étrangère nous sollicite également et c'est clair qu'après les beaux pays comme une clientèle indienne, ils ont le symbole comme le Taj Mahal, mais en revanche, la ville le plus amoureuse de toute la planète, c'est Paris, la ville d'amour bien évidemment, ou Venise. Ce qu'on a déjà fait pour des clients, il y a sur les traces de Casanova un petit tour en gondole, mais hors sentier battu. Et à la fin, on a privatisé par exemple un jacuzzi en haut de l'hôtel avec une coupe de champagne et des pétales de rose. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui marque pour le couple à vie. C'est des villes, rien qu'ici, avec une vue sur la Tour Eiffel, même si on passe devant tous les jours, c'est quelque chose qui, on a aussi des frissons avec quand les petites étoiles le soir, senties, on voit aussi sentir les yeux de la femme ou de l'homme, bien évidemment. Donc ça, c'est clair, c'est des villes en amoureux. Pour l'instant, rien que du très classique, mais creusons un peu le sujet. Le voyage de noces le plus fou, c'était le symbole de l'amour dans le monde entier, c'est le Taj Mahal. Et cette personne en particulier m'avait demandé d'ouvrir le Taj Mahal après l'ouverture. Une fois que tous les touristes étaient partis, de faire un set privatif, donc avec un beau dîner, avec des pétales de rose de partout et avec vue sur le Taj Mahal. Vraiment, et c'était ce symbole au niveau de l'amour, c'était un symbole très intense et ça touche réellement au niveau de l'engagement. Et ça, c'est quelque chose qui m'a réellement touchée. Touché, on le serait pour moi, mais ne dit-on pas ici que le luxe est une histoire de cœur, comme ce joli petit palais en Corse? Certains ont tout vu, d'autres croient avoir tout vu, et rares sont ceux qui ont eu la chance de voir cette collection de diamants de couleur unique au monde. Nous avons rencontré son propriétaire à Genève, dans un coffre-fort bien sûr. Pourquoi les diamants devraient-ils être forcément blancs? En apparence anodine, la question a résonné comme un coup de tonnerre dans le petit monde de la gémologie. Réponse par Eddie Elsace, un maître du secteur heureux propriétaire de la collection arc-en-ciel estimée à 100 millions de dollars. Tout ce que vous pouvez vous imaginer existe. Ça va de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. J'ai arrêté de la faire grandir en 1979, quand elle avait 300 pierres. Parce que sky's the limit. Je pourrais en faire 2000, je pourrais en faire 6000 ou 10 000. Il faut avoir l'argent. Il n'y a pas de limite. On vend encore chaque année des pierres qu'on n'a jamais pensé que celle-là pourrait exister. C'est ça le diamant de couleur. C'est le bon Dieu qui me les a envoyés parce que je travaillais dans le monde du diamant incolore. Et un jour, on m'a envoyé de l'Afrique du Sud une accumulation de 3 générations d'invendables. Ne pas sachant ce que c'est des invendables, j'ai ouvert le container, donc la boîte. Quand j'ai vu tous les diamants de couleur qui scintillaient dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, j'ai eu un orgasme. C'est tout. Je suis tombé amoureux. Quelle aubaine pour des pierres autrefois considérées comme du menu fretin. C'était concassé en poudre normalement. C'était donné aux imbéciles des lapidaires pour qu'ils s'entraînent à travailler dessus parce que ça n'avait aucune valeur, ça ne valait même pas $1. Le lendemain matin, après que j'avais conduit les gosses à l'école à 8 h, j'étais à 8 h 10 à la bourse, je parlais avec mes collègues et dont le cœur est plein, la bouche déborde. Voilà, et je n'ai plus cessé de parler de diamants de couleur depuis. Depuis, cette collection tient la vedette dans de nombreuses manifestations internationales consacrées aux pierres précieuses. Je suis rentré dans le bureau d'un collègue qui me dit « Mais Eddie, qu'est-ce que tu es tellement excité ?» Ouais, je lui ai raconté ce qui m'était passé. Il me dit il était dans son coffre-fort, il m'a sorti un petit pli, tout à fait rouillé, tellement qu'il était longtemps dans son coffre-fort. Il m'ouvre, il y avait un petit diamant rose, qui se trouve d'ailleurs dans la collection. Alors, il dit, c'est pour ça que tu es tellement excité? Je dis, oui, mais c'est quand même sublime. Il dit, mais c'est de la merde, ça ne vaut rien. Je dis, bon, alors je te l'achète. Il dit, ah, prends seulement, ça ne vaut rien. Et moi, je lui dis qu'un homme n'offre pas de diamant à des hommes. Il m'a dit, tu sais quoi, alors tu m'offres un café quand tu me vois en ville. Et je lui dis, mazal. Et comme ça, on a commencé avec le premier rose. Vers midi, j'avais aussi trouvé un petit diamant bleu.
Ça m'a coûté le prix d'un paquet de cigarettes parce que j'étais fumeur. Et le soir, avant de rentrer, j'avais encore trouvé un petit jaune. Et ça, j'ai payé à peu près le prix d'un œuf dans le temps, pas le prix des œufs d'aujourd'hui. Voilà. Et puis j'avais mes premiers 3 diamants de couleur. Et c'est là où fait le démarrage de la collection. Parce que quand j'en ai montré 3, un rose, un bleu et un jaune, les gens me disaient « Ah, mais c'est pas mal ça, c'est intéressant, c'est mignon ». Et puis on commence à dire combien tu veux. Et puis tu vois qu'il y a une possibilité de faire un négoce parce que tout le monde qui les voit les trouve jolis. Surtout ces diamantaires-là qui, durant 40 ou 50 ans, ont vendu que des diamants incolores. Bon, tu en as vu un, tu as vu tous les incolores du monde. En 1981, Eddie Elsas a décliné l'offre d'un prince saoudien qui voulait acquérir la collection en vue de l'offrir comme cadeau de mariage au prince Charles et à Lady Di. Ces diamants doivent avoir et de la couleur et de la brillance, et sous tous les angles de vue. Si vous le regardez perpendiculairement sous la pierre, sous un angle de 45 degrés, il faut toujours que la pierre reste brillante. Je dirais que les diamants de couleur qui sont taillés de la façon classique dans mes yeux valent facilement 5 à 20 fois de plus que les pierres qu'on vend aujourd'hui avec un rapport sur lequel, au départ, il y a marqué « modified ». Parce que si la pierre est modifiée, c'est uniquement pour montrer plus de couleur. Mais ça ne veut pas dire qu'elle a la couleur. S'il a eu le nez creux, ce diamantaire en versoix ne manque pas non plus de technique. Quand on porte ce genre de diamants, ils sont merveilleux pour le personnage qui les regarde avec la main perpendiculaire sur les yeux. Mais si quelqu'un d'autre regarde, on voit à travers ces pierres comme un bout de verre. Donc, il faut chercher les pierres qui sont de couleur de tout point de vue, vertical et de côté. Mais si ces pierres de couleur sont si rares, qu'en est-il des pierres de couleur verte, qui, elles, sont plutôt courantes? Il y a pas mal de diamants verts disponibles dans le monde, mais il y a un problème. Tous les diamants verts sont irradiés. Alors vous allez me dire, ça veut dire quoi? Ben, c'est fort simple. Le diamant vert se trouve près des mines d'or, où il y a aussi du radium. Donc ça veut dire elles sont irradiées avec du radium durant 40-50 millions d'années dans la Terre, et quand elles sortent, elles sont vertes. On n'en saura pas plus sur le risque à les porter en sautoir. Les diamants rouges ont existé, mais sont rarissimes. Le plus grand se trouve au doigt du sultan de Brunei. C'est le seul personnage qui a un diamant rouge de 5 carats au doigt. Moi, je dis qu'à peu près en 3 vies, on pourrait commencer à collectionner une collection pareille si on devrait commencer aujourd'hui. Quand, en 1982, le laboratoire du GIA déclarait que sur les 7200 diamants de couleur enregistrés dans l'ordinateur chez eux, il y en avait plus de 6000 qui étaient rentrés par mois. C'est une vie de passion. À chaque fois qu'on va quelque part, on est excité parce qu'on ne sait pas ce qu'on va voir, donc il y a l'illusion. Et quand on l'a, on prend son pied parce qu'on a le bonheur de l'avoir vu. Et nous, en attendant, on en a pris plein les yeux.